Durant l'hiver 1984, le massif du Mont Blanc connaissait l'une de ses saisons les plus instables. La neige tombait en couches irrégulières, s'accumulant sur des pentes déjà connues pour leurs avalanches tardives. Pour les guides locaux, cette année exigeait la plus grande prudence. Pour un petit groupe d'alpinistes indépendants, c'était précisément le genre de défi qui justifiait l'expédition. Ils étaient 5. Ce n'était ni une équipe professionnelle, ni des amateurs inexpérimentés. Chacun possédait des années d'expérience en escalade technique dans les Alpes, mais quelque chose les distinguait. Ils ne suivaient pas les voies commerciales et ne cherchaient pas à battre des records. Ils privilégiaient les sentiers peu explorés, les zones de glace considérées comme mortes, des régions où la montagne semblait trop stable pour susciter un intérêt récent. Le chef informel du groupe était Laurent Meunier, alors âgé de 39 ans. Ingénieur civil à Lyon, il passait ses hivers à accumuler des jours de congé pour se consacrer à de longues expéditions. Méthodique et peu enclin à l'improvisation, il était connu pour tout consigner dans des carnets étanches. État de la glace, inclinaison, bruit, petites fissures. À ses côtés, Étienne Ravel, plus jeune, ancien militaire, était responsable de la logistique et de la navigation. Les 3 autres, Marc, Philippe et Alain, complétaient l'équipe, chacun ayant un rôle bien défini, sans que des querelles internes ni de conflits de leadership ne viennent perturber le groupe. L'objectif n'était pas le sommet, ça ne l'a jamais été. Ils comptaient traverser une ancienne formation glaciaire connue sur les cartes anciennes sous le nom de couloir blanc Estil. S'agit d'une gorge de glace abandonnée après des glissements de terrain dans les années 1950. La région avait été reclassée comme instable, mais Laurent estimait que le risque avait été surestimé. Des mesures récentes de température et de pression indiquaient un gel profond et prolongé. La dernière communication officielle du groupe remonte au 17 février 1984 à 6h40 par radio courte portée. Il signalait alors avoir commencé à traverser le couloir. La météo annonçait un ciel couvert, mais sans alerte météo extrême. À 9h12, un opérateur a capté des interférences, un bruit blanc mêlé à un son ressemblant à un impact sec. Aucun appel de détresse, aucun message clair. Puis, le silence. Les recherches ont débuté le lendemain, entravées par une soudaine dégradation des conditions météorologiques. Les hélicoptères n'ont pas pu s'approcher des gorges. Les équipes au sol n'ont trouvé que des fragments de matériel. Un piquet d'ancrage tordu, un mousqueton déformé, partiellement enfoui sous la glace. Aucun corps, aucune trace d'entraînement continu ni d'ensevelissement classique. Officiellement, le rapport concluait « avalanche de plaques probables, victime complètement ensevelie et déplacée dans une zone inaccessible ». L'affaire a été classée en 3 semaines. Avec le temps, les noms ont disparu des journaux. Les familles ont reçu une indemnisation minimale, conditionnée à l'acceptation du rapport final. Un seul point restait obscur dans les dossiers des secours alpins français. L'absence de débris compatible avec une avalanche importante. Le volume de glace déplacé ne justifiait pas la disparition totale de 5 personnes expérimentées. 17 ans plus tard, à l'été 2001, le dégel dans les Alpes atteignit des niveaux sans précédent. D'anciennes crevasses réapparurent. Des sentiers considérés comme goudronnés redevinrent praticables. C'est dans ce contexte que Julien Morel entra en scène. Julien n'était pas un alpiniste au sens classique du terme. Âgé de 42 ans, géologue de formation, il travaillait comme consultant sur des projets de cartographie glaciaire. Sa spécialité, identifier les cavités internes formées par la pression, l'écoulement et le regel, des chambres naturelles qui apparaissent au sein de masses de glace apparemment solides. Il ne recherchait pas l'aventure, mais des données. Après une avalanche de moindre ampleur, enregistrée début août, des capteurs thermiques ont indiqué une anomalie persistante dans couloir, Blanquesta, l'intérieur. La température restait stable, ce qui était inhabituel pour la saison. Julien a demandé l'autorisation d'une inspection technique. Il n'a pas mentionné la disparition de 1984 dans sa demande officielle.
Dans les archives administratives, la zone était simplement désignée comme « ancienne zone d'effondrement ». Il entreprit l'ascension seul, accompagné seulement d'un équipement de forage léger, de capteurs acoustiques et d'un petit drone adapté aux espaces confinés. Arrivé au point de rupture de l'avalanche récente, il comprit que la neige n'avait pas simplement glissé. Elle avait révélé quelque chose. Une paroi de glace lisse, presque polie, émergea du flanc de la colline, formant une surface verticale qui ne correspondait pas à la géologie naturelle du lieu. Julien testa sa résistance à l'aide d'une foreuse thermique. La glace céda avec une facilité surprenante, comme si elle scellait un vide interne. À mesure que l'ouverture s'élargissait, un courant d'air froid s'en échappa. Ce n'était pas le froid habituel de la haute altitude. Il était dense, stagnant, comme préservé. Les capteurs le confirmèrent. Il s'agissait d'une chambre de glace complètement isolée, probablement formée des décennies auparavant et scellée par des cycles de gel successifs. Julien hésita avant d'entrer. Des cavités comme celle-ci pouvaient s'effondrer sans prévenir, mais quelque chose attira son attention. Des marques régulières et parallèles sur la surface intérieure, comme des rayures faites par des outils métalliques. Elles n'étaient pas récentes, elles étaient anciennes, recouvertes d'une fine couche de glace recristallisée. Il avança de quelques mètres, éclairant l'intérieur avec sa lampe frontale. Le faisceau révéla des formes étrangères à la montagne, des lignes droites, des angles, des tissus préservés par le froid extrême. Sur le sol de la chambre, partiellement enfoui dans la glace, se trouvait un objet sombre et rigide que Julien a immédiatement reconnu comme faisant partie d'un sac à dos technique des années 1980. Il a éteint la radio un instant, non pas à cause d'un problème technique, mais par réflexe. La chambre de glace n'était pas naturelle, et elle n'était certainement pas vide. Pénétrer dans la chambre exigeait de Julien une précaution quasi rituelle. Il installa des ancrages supplémentaires, marqua le point d'accès sur le GPS et activa les capteurs acoustiques en continu. La moindre variation dans les fissures internes de la glace aurait révélé une tension structurelle. Pourtant, le silence qui y régnait n'était pas seulement physique. C'était un silence préservé, comme si le temps s'était suspendu à l'instant précis où la cavité fut scellée. La chambre mesurait environ 20 mètres de long et 6 mètres de large, avec un plafond voûté irrégulier, caractéristique des cavités formées par une pression lente et un régel progressif. Cependant, le sol relativement plat, avec des zones délibérément nivelées, contredisait toute formation naturelle. Julien y reconnut des signes évidents d'intervention humaine. À gauche, partiellement fixés au mur, gisaient des fragments de vieilles cordes, raidis par un gel prolongé. Le nylon avait perdu son élasticité, mais les nœuds restaient visibles, des nœuds techniques parfaitement exécutés. Il n'y avait aucun doute, cet espace avait été activement utilisé et non simplement traversé. Julien se déplaça avec précaution au centre de la caméra. Tandis que la lumière de la lampe torche balayait l'intérieur, des objets émergèrent de la glace comme des fossiles récents, un casque fissuré, des lunettes de protection aux verres opaques, un gant emprisonnant encore ce qui restait d'une main raidie. Le corps auquel il appartenait était là, partiellement enfoui dans le sol, conservé presque intact. Il ne s'est pas approché immédiatement. Géologue de formation, Julien avait travaillé dans des environnements extrêmes, notamment dans des zones de conservation naturelle de corps anciens dans les Alpes. Il savait faire la différence entre un accident banal et un événement nécessitant un arrêt immédiat. La position du corps ne correspondait pas à celle d'une victime emportée par une avalanche. Il gisait sur le côté, comme quelqu'un qui s'était arrêté là volontairement. Dans les archives historiques des secours alpins français, l'avalanche de 1984 fut qualifiée de rapide et destructrice. Pourtant, dans cette chambre, rien n'indiquait un impact violent, aucune fracture compatible avec un déplacement de masse, ni aucune trace d'écrasement. La glace environnante était propre, sans couche de débris désordonnés. Julien photographiait tout, documentant chaque angle, chaque objet visible, suivant un protocole scientifique rigoureux. Pourtant, quelque chose défiait toute logique technique. Les corps,
car il pouvait désormais en identifier au moins 2, étaient disposés de façon organisée, proches les uns des autres, leurs sacs à dos appuyés contre le mur, comme si cet espace avait servi d'abri temporaire. Au fond de la chambre, une surface verticale attira son attention. Contrairement aux autres parois, celle-ci portait des marques profondes et régulières, comme si quelqu'un avait tenté de la percer à plusieurs reprises. Julien s'approcha et passa la main sur la surface. Les rainures étaient irrégulières, faites avec des outils inadaptés à ce type de glace, improvisés. Il se souvint aussitôt d'anciens récits de tentatives désespérées d'évasion de grottes glaciaires. Des personnes piégées par des entrées qui s'effondraient, essayant de se frayer un chemin jusqu'à la sortie avant que l'oxygène ne vienne à manquer. Mais quelque chose clochait, aucun signe de panique générale, ni de matériel abandonné à la hâte. Julien s'écarta du mur et consulta ses capteurs. Les niveaux d'oxygène enregistrés dans les poches de glace internes indiquaient que la chambre était hermétiquement scellée depuis des années, des décennies. Personne n'aurait pu y survivre longtemps après sa fermeture. La question inévitable s'est posée. Pourquoi était-il là? Pour comprendre cela, Julien dut un instant quitter son appareil photo et consulter les archives qu'il conservait sur sa tablette hors ligne. Les noms des alpinistes de 1984 lui étaient familiers. Laurent Meunier figurait dans d'anciens articles techniques relatifs à des études informelles sur la stabilité des glaciers. Il ne s'agissait pas de publications officielles, mais de rapports diffusés au sein de cercles restreints d'ingénieurs et de guides de haute montagne. Laurent n'était pas qu'un simple passionné. Il remettait en question les classifications officielles des risques, arguant que certaines zones, considérées comme instables, s'étaient transformées en structures plus sûres grâce au gel profond. Ces notes mentionnaient des espaces internes préservés et des formations scellées ayant résisté pendant des décennies, des idées alors perçues comme spéculatives. Julien connaissait bien ce type de raisonnement. Nombre d'avancées en glaciologie avaient débuté ainsi, des observations ignorées, des hypothèses rejetées, faute de preuves. La différence, c'est que Laurent avait appliqué sa théorie en montagne. Dans les années 1980, la France était confrontée à une transition discrète dans la gestion des Alpes. Le tourisme était en plein essor, et avec lui, la nécessité de maîtriser les discours sur les risques. Reconnaître des erreurs dans les classifications officielles pouvait entraîner des poursuites judiciaires. Certains rapports de l'époque étaient volontairement vagues, privilégiant un classement rapide des dossiers. Julien comprit que cette chambre n'était pas un abri fortuit. Elle avait été repérée, peut-être cartographiée, peut-être utilisée comme poste d'observation interne du glacier. La disposition du matériel indiquait une présence permanente et non un simple passage, comme si le groupe avait prévu d'y séjourner un certain temps. Parmi les objets, Julien découvrit un carnet partiellement congelé, protégé par une couverture étanche. Les pages extérieures étaient illisibles, mais quelques fragments d'écriture subsistaient sur certaines pages intérieures. Il n'essaya pas de l'ouvrir complètement de force. Il savait que des changements brusques de température risquaient d'endommager le contenu. Le poids de la découverte commença à se faire sentir. Il ne s'agissait pas simplement d'une conclusion scientifique, c'était un réexamen direct d'une affaire officiellement classée, et peut-être la révélation de décisions prises à un niveau bien supérieur à celui de ces 5 alpinistes. Avant de partir, Julien plaça un repère au centre de la caméra et enregistra un dernier panorama vidéo. En éteignant la caméra, son regard se posa involontairement sur les corps immobiles, figés dans le temps. Ils n'avaient pas l'air d'être victimes d'une erreur imprudente. Ils semblaient plutôt être des hommes arrivés exactement là où ils voulaient être, et qui, pour une raison inconnue, n'étaient jamais parvenus à repartir. Julien a officiellement signalé la découverte au service de surveillance glaciaire de Chamonix le jour même, en utilisant un langage technique précis et en évitant toute connotation personnelle. Il a décrit la présence d'une cavité interne, mise au jour par une avalanche récente,
avec des preuves matérielles d'une occupation humaine ancienne. Il n'a pas mentionné de corps. Il savait que certains mots déclenchèrent des protocoles qui lui feraient perdre le contrôle de l'enquête. La réaction fut trop rapide pour la période estivale. En moins de 12 heures, il reçut l'ordre de suspendre toute exploration jusqu'à l'arrivée d'une équipe conjointe de secours en montagne et de l'administration régionale. Julien lut le message 2 fois. L'exagération formelle trahissait sa nervosité. Le lendemain matin, 2 véhicules officiels étaient stationnés près du pied du sentier. L'un d'eux portait l'emblème de préfecture de la Haute-Savoie, l'autre, sans identification claire, ne portait que des panneaux administratifs. Julien a immédiatement reconnu le schéma. Lorsque 2 agences apparaissent ensemble, sans annonce publique, c'est qu'il y a anguille sous roche. La coordinatrice qu'on lui présenta s'appelait Claire Vautrin. Elle avait un peu plus de 50 ans, une allure rigide et un œil exercé pour évaluer les risques humains avant même les risques géologiques. Elle ne se présenta pas comme enquêtrice, mais comme la personne chargée d'évaluer les impacts et les mesures de suivi. Julien comprit le sous-texte, limiter les dégâts. L'équipe est montée jusqu'au couloir blanc Estin, début d'après-midi. Claire observa en silence l'entrée de la chambre pendant quelques minutes, effleurant la glace du bout de son gant, comme si elle reconnaissait quelque chose de familier. Une fois à l'intérieur, elle garda ses distances avec les corps, se contentant d'observer les objets conservés. Elle ne posa aucune question sur la formation de la chambre. Elle demanda seulement depuis combien de temps Julien travaillait sur les cavités glaciaires et s'il avait connaissance de l'affaire de 1984. Julien répondit sans détour. Oui, il en avait une connaissance superficielle. Non, ce n'était pas pour cela qu'il s'y était rendu. Claire hocha la tête, mais ne nota rien. Le conflit éclata au grand jour lorsqu'un technicien de l'équipe suggéra de lancer immédiatement la procédure d'extraction des corps. Claire l'interrompit d'un geste sec. Elle expliqua qu'une telle action nécessiterait des autorisations supplémentaires, invoquant des risques structurels et le caractère historique sensible du site. L'argument semblait technique, mais Julien y perçut l'incohérence. Une extraction contrôlée était parfaitement réalisable à ce stade du dégel. Quelques heures plus tard, alors que l'équipe établissait un périmètre de sécurité temporaire, Julien fut interpellé par Claire. D'une voix basse et directe, elle expliqua que certains événements passés avaient été mal interprétés et que les rouvrir pourrait avoir des conséquences disproportionnées. Il ne s'agissait pas seulement de science, mais aussi de responsabilités institutionnelles. Julien ne répondit pas immédiatement. Il observa la vallée au loin, les traces de neige laissées par les touristes, insensible à cette tension invisible. Il savait que s'il acceptait le cadre imposé, sa découverte serait noyée dans des rapports génériques. La chambre serait de nouveau scellée, l'affaire classée sous une autre appellation technique. Il a décidé d'agir dans les limites du possible. Cette nuit-là, il retourna seul à l'entrée de la chambre, empruntant un chemin secondaire hors du périmètre de sécurité. Il n'était muni que d'une lampe torche, d'un scanner portable et du carnet congelé, soigneusement retiré lors de l'inspection initiale. Il n'avait aucune intention de publier quoi que ce soit. Il voulait simplement comprendre ce que les hommes de 1984 avaient découvert. L'intérieur de la chambre semblait encore plus silencieux. L'air dense y était presque oppressant. Julien posa le carnet sur une surface isolante et commença le lent processus de décongélation partielle, à l'aide d'une chaleur minimale et contrôlée. Les pages commencèrent à se séparer. Les notes étaient fragmentaires, écrites d'une main ferme et technique. Coordonnées, mesures, croquis de la chambre avant sa fermeture complète. Laurent Meunier décrivait la découverte d'une poche intérieure stable, capable de résister à un effondrement extérieur. On y lisait un enthousiasme mesuré, non de la peur. Plus tard, le ton des notes changea. On évoqua des bruits provenant de la surface, un effondrement partiel de l'entrée et une décision collective de rester dans la chambre jusqu'à ce que la pression extérieure se stabilise. Il pensait que le confinement serait temporaire.
Le passage le plus inquiétant se trouvait sur les dernières pages lisibles. Laurent constatait que le scellement s'était avéré plus efficace que prévu. La glace avait regelé trop vite, les tentatives de réouverture avaient échoué. Pourtant, pas de panique, seulement des calculs, des estimations d'oxygène, des plans de rationnement. Julien referma son carnet lorsqu'il réalisa qu'il n'y avait aucune trace d'une ultime tentative désespérée. Aucun cri, aucune accusation. Juste une dernière phrase inachevée, interrompue en plein calcul. Le lendemain, Claire annonça officiellement que la zone serait interdite d'accès pour une durée indéterminée. Elle invoqua le risque de nouveaux effondrements et la nécessité de préserver le site à des fins scientifiques. Julien comprit la décision. Le récit était une fois de plus en train d'être réécrit. Le conflit n'opposait plus seulement le passé au présent, mais aussi la vérité figée dans la glace et la facilité de la dissimuler. Julien savait que le moindre faux pas risquait de réduire sa découverte à une simple note de bas de page technique. Pourtant, tandis qu'il observait l'entrée de la chambre partiellement recouverte de barrières temporaires, il était certain d'une chose. Les alpinistes de 1984 n'avaient pas disparu par imprudence. Ils avaient découvert quelque chose qu'il ne fallait pas oublier. La fermeture progressive de couloirs blancs est-cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce fut un processus administratif silencieux, noyé sous des communications techniques que peu de personnes, en dehors du cercle des spécialistes, lisaient. Des barrières métalliques sont apparues sur le sentier secondaire, accompagnées de panneaux génériques signalant une instabilité structurelle continue. Pour les touristes, ce n'était qu'un tronçon fermé de plus dans les Alpes. Pour Julien, c'était le début d'un conflit souterrain. Il est retourné à Lyon sous prétexte d'attendre des autorisations complémentaires. Officiellement, il conservait son poste de consultant technique. Officieusement, il était devenu un risque contrôlé. Il a commencé à en remarquer des signes subtils, des courriels avec des délais de réponse inhabituels, des appels restés sans réponse, des changements soudains dans les réunions prévues. Rien d'explicite, rien qui puisse être formellement contesté. Pendant ce temps, une intrigue parallèle se dessinait loin des montagnes. Élodie, la fille de Laurent Meunier, aujourd'hui âgée de 32 ans, travaillait comme archiviste à Grenoble. Elle avait grandi en entendant des versions fragmentaires de la disparition de son père. Sa mère évitait le sujet, et les documents officiels lui paraissaient toujours excessivement irréprochables. Lorsqu'un ancien collègue de Laurent, désormais à la retraite, a mentionné nonchalamment que le glacier recelait des secrets que personne ne voulait entendre, quelque chose a basculé en elle. Élodie entreprit de mener sa propre enquête. Elle ne cherchait pas de coupable, mais simplement une cohérence. Dans les archives régionales, elle découvrit de subtiles incohérences, des cartes reclassées sans justification claire, des rapports techniques incomplets, des avis signés par des personnes qui n'occupaient plus leurs fonctions à l'époque. Tout semblait juridiquement correct, mais le récit manquait de clarté. Le nom de Julien Morel figurait dans l'un de ces documents récents, joint à une demande d'inspection glaciaire. La coïncidence temporelle attira son attention. 17 ans de silence absolu, suivi d'une demande technique précisément dans la zone où le groupe avait disparu. Élodie décida de prendre contact. Julien a reçu le courriel un après-midi comme les autres, au milieu de rapports et de graphiques. Il a immédiatement reconnu le nom de famille. Le message était direct, sans appel à l'émotion. Elle voulait savoir ce qu'il avait découvert. Rien de plus. Aucune accusation, aucune supplication. Il hésita à répondre. Tout échange pouvait être surveillé. Pourtant, il comprit que cette dimension secondaire, personnelle, humaine, ne pouvait être ignorée. Il répondit avec prudence, confirmant seulement avoir trouvé des preuves matérielles pertinentes et que l'affaire était plus complexe que ne le laissaient entendre les documents. Ce contact a engendré des tensions supplémentaires, non pas institutionnelles, mais éthiques. Parallèlement, au sein de l'administration régionale, des désaccords discrets commençaient à apparaître. L'approche de Claire Vautrin ne faisait pas l'unanimité.
Lors de réunions internes, de jeunes techniciens s'interrogeaient sur les raisons pour lesquelles une découverte potentiellement historique était traitée comme un simple risque logistique. L'un d'eux fit même remarquer que la préservation de la chambre pourrait fournir des données inédites sur la survie en milieu clos. La remarque fut notée puis ignorée. Une autre intrigue secondaire se déroula au sein même du glacier. Les capteurs installés par Julien avant la fermeture continuaient de transmettre des données automatiquement. Et ces données ont commencé à révéler un phénomène inattendu, des micro-variations internes constantes, comme si la chambre subissait des changements lents mais continus. Non pas des effondrements, mais des adaptations. La glace semblait se déplacer dans le vide, redistribuant la pression de façon anormale. Cela indiquait que la chambre n'était pas un simple vestige du passé, mais une structure encore active au sein du glacier, un phénomène rare, voire unique. Si elle s'effondrait sans avoir été étudiée, ce serait non seulement l'histoire des alpinistes qui disparaîtrait, mais aussi un témoignage naturel de plusieurs décennies d'activité glaciaire interne. Julien a compilé ces données dans un rapport technique préliminaire qu'il a transmis à sa hiérarchie. Il a reçu une réponse brève et expéditive, lui demandant de cesser toute analyse indépendante jusqu'à nouvel ordre. Le message ne faisait aucune mention des capteurs, comme si l'on préférait qu'ils disparaissent purement et simplement. La pression du temps commençait à se faire sentir. L'été touchait à sa fin et le dégel s'accélérait. Si la chambre était de nouveau scellée par le gel de l'hiver suivant, tout accès ultérieur deviendrait quasiment impossible. Si elle s'effondrait avant, tout serait perdu. Cette courte période d'incertitude accentuait la tension dramatique, non seulement pour Julien, mais pour tous les protagonistes, même ceux qui feignaient de ne rien remarquer. Élodie, quant à elle, a obtenu ce que personne d'autre n'avait réussi à faire. Accéder aux notes personnelles d'un ancien guide de haute montagne ayant participé aux recherches en 1984. Parmi ces notes banales, elle a trouvé une observation isolée. Bruit provenant de l'intérieur de la glace, incompatible avec une avalanche. Ordre d'arrêt. La phrase ne comportait ni signature, ni date précise. Mais cela suffisait. Les intrigues secondaires convergeaient peu à peu. Les dimensions scientifiques, institutionnelles et personnelles atteignaient un point critique. Chaque personnage nourrissait des motivations distinctes, préservation, contrôle, justice, héritage. Aucune n'était totalement incompatible, et c'est précisément ce qui complexifiait le conflit. Julien comprit qu'il devrait bientôt choisir entre se comporter en entraîneur obéissant ou en témoin actif d'une réalité que la glace avait préservée pendant près de 20 ans. La neutralité n'était plus possible. Et dans les entrailles silencieuses de couloirs blancs est la chambre de glace demeurait là, résistant, comme si elle attendait enfin d'être comprise. Le point de rupture n'est pas survenu suite à un effondrement physique du glacier, mais à une décision administrative apparemment anodine. Dans un bulletin interne de préfecture, le document, publié un vendredi d'août, autorisait une intervention préventive de stabilisation. Dans couloir blanc est l'expression était vague, suffisamment technique pour ne pas inquiéter les non-initiés, mais claire pour ceux qui comprenaient le jargon. La chambre serait détruite de manière contrôlée avant l'hiver. Julien lut le document aux aurores. Il n'était fait mention ni de l'extraction des corps, ni de la conservation des éléments découverts, ni de l'analyse scientifique des données recueillies. La priorité était d'éliminer les vides structurels susceptibles de présenter un risque futur. Tout serait réduit à de la glace fragmentée, réintégrée au flux naturel du glacier, juridiquement irréprochable, irréversible. C'est à ce moment-là que l'histoire a changé de direction. Julien a immédiatement tenté de contacter Claire Vautrin. Ses appels ont été directement redirigés vers sa messagerie vocale. Il a envoyé un rapport complémentaire, accompagné de données de capteurs attestant de la stabilité progressive de la chambre. Il a reçu une réponse automatique l'informant que la décision avait déjà été ratifiée par une autorité supérieure. Au même moment, Élodie arriva à Chamonix à l'improviste. Je disposais de copies des registres du guide alpin et d'une autorisation temporaire de recherche historique, obtenue par les voies administratives officielles.
Je n'avais aucun pouvoir pour empêcher quoi que ce soit, mais je possédais quelque chose de plus dangereux, la légitimité publique. Ils se rencontrèrent en dehors de la ville, dans un petit café près de la route. Il n'y eut pas de présentation formelle. Julien lui montra des photos prises avec son appareil, des corps embaumés, des extraits du carnet de Laurent. Élodie ne pleura pas. Elle observa tout en silence, absorbant chaque détail avec un calme qui n'était pas de la froideur, mais de la concentration. Elle reconnut la montre au poignet d'un des corps, un cadeau d'enfance. Cela dissipa tous ses doutes. Son père n'avait pas disparu. Il était resté prisonnier là-bas. Le rebondissement est survenu quelques heures plus tard, de manière inattendue. Un technicien du service glaciaire, en désaccord avec la décision de détruire la chambre, a divulgué des informations cruciales à Julien. L'intervention prévue prévoyait l'utilisation d'une méthode de fragmentation thermique rapide, susceptible de provoquer un effondrement en chaîne. Cette procédure ne permettrait ni enregistrement détaillé, ni récupération ultérieure. Ce serait la fin définitive de la chambre et de l'histoire. Julien comprit qu'il n'y avait plus de temps pour négocier. Le seul moyen d'empêcher cela était de rendre l'existence de la chambre incontestable, publique, impossible à reléguer au rang de simples détails techniques. Mais cela impliquait de rompre les protocoles, les contrats, et peut-être même de mettre en péril sa propre carrière. Ce soir-là, il prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginé prendre en tant que scientifique. Avec l'aide du technicien dissident, il a réactivé à distance les capteurs internes et lancé une transmission de données en temps réel vers une plateforme académique ouverte liée à un congrès international de glaciologie qui se tenait cette semaine-là. Les relevés ont clairement mis en évidence l'existence d'un vide stable, présentant des signatures thermiques constantes au fil des ans. Ce n'était pas une accusation, c'était un fait établi, presque simultanément. Élodie a déposé une demande officielle de reconnaissance du site comme lieu historique, protégé, s'appuyant sur la législation française relative à la préservation des lieux de décès dans des circonstances exceptionnelles. La demande comprenait des noms, des dates, des images et des documents. L'ensemble du dossier a été constitué avant le début officiel de l'intervention. La réaction fut immédiate. L'opération fut temporairement suspendue, faute de complément d'analyse juridique. Claire Vautrin réapparut, cette fois-ci sans son air habituellement calme. Elle trouva Julien au pied de la montagne, devant d'autres techniciens et des observateurs extérieurs attirés par l'attention internationale soudaine. Elle n'a pas crié, elle n'a pas proféré de menaces. Elle a simplement dit qu'il avait franchi une limite invisible. Julien a répliqué que cette limite existait depuis 17 ans. Le véritable tournant, cependant, s'est produit à l'intérieur même de la chambre. Lors de la transmission en direct des données des capteurs, un motif inattendu est apparu dans les données acoustiques, un écho interne subtil, révélant une subdivision non encore cartographiée. Une seconde cavité, plus petite, scellée derrière le mur marqué par des tentatives de forage. Julien a immédiatement compris le sens. Ce n'était pas simplement une chambre où les alpinistes s'étaient retrouvés piégés. C'était un espace qu'ils avaient tenté de traverser, quelque chose au-delà, quelque chose qu'ils croyaient être une autre issue, ou le prolongement de la formation intérieure. Ça a tout changé. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais d'explorer sans cesse. Les hommes de 1984 n'attendaient pas seulement les secours. Ils cherchaient à atteindre quelque chose de l'autre côté de la glace. Le récit officiel s'effondrait silencieusement. Impossible de le réduire à une simple imprudence ou à un accident naturel. Il y avait intention, méthode, continuité. Lorsque l'information a commencé à circuler parmi les experts et discrètement, parmi les journalistes scientifiques, l'affaire a cessé d'être locale pour devenir un événement d'intérêt international. Julien ressentit à cet instant le poids de la transformation. Le conflit n'était plus interne ni administratif.
Il était devenu public, technique, humain. L'histoire s'était affranchie de la glace. Et pour la première fois depuis 1984, le destin de ces alpinistes allait être redéfini, non pas comme celui de personnes disparues, mais comme celui d'explorateurs interrompus par une décision qui n'avait jamais été tout à fait naturelle. La suspension de l'intervention d'encouloirs blancs. Est-elle effet fut immédiat et visible, mais ses véritables conséquences se répandirent silencieusement, presque sous terre, à l'image du glacier lui-même. Ce qui était autrefois considéré comme un problème purement technique devint un problème institutionnel complexe, mêlant science, mémoire historique et responsabilité administrative. Dans les 24 heures suivant la publication des données, les milieux scientifiques ont commencé à débattre de cette anomalie glaciaire. Des spécialistes de la glaciologie structurale ont souligné la rareté d'une chambre glaciaire, scellée restant stable pendant près de 2 décennies. D'autres ont émis des hypothèses concernant des formations internes, jusqu'alors inconnues dans les Alpes, laissant entendre que ce cas pourrait relancer des débats scientifiques restés en suspens depuis les années 1970. L'administration régionale a réagi avec une prudence calculée. Aucune déclaration publique n'a été publiée dans l'immédiat. En revanche, une directive interne a circulé, enjoignant aux employés de ne pas accorder d'interview et de traiter l'affaire exclusivement comme un objet d'étude en cours de réévaluation. Il s'agissait d'une tentative manifeste d'atténuer l'impact du récit, alors même que l'impact technique était déjà irréversible. Claire Vautrin se retrouva au cœur de ces tensions. Pour la première fois depuis sa prise de fonction, elle fut interrogée non seulement par ses subordonnés, mais aussi par des instances extérieures. Son téléphone se mit à sonner plus fréquemment que d'habitude. Des appels de Paris, des demandes d'éclaircissement, pas d'accusation directe, mais un changement de ton perceptible. Moins de confiance aveugle, plus de vigilance. Elle retourna à la montagne 2 jours plus tard, accompagnée d'observateurs indépendants. Leur présence changea la donne. Chaque geste était consigné, chaque décision devait être formellement justifiée. Claire garda une attitude professionnelle, mais elle savait au fond d'elle-même qu'elle avait perdu la maîtrise totale du récit. Julien, quant à lui, subissait des conséquences plus personnelles. Son nom circulait désormais parmi les experts et les journalistes scientifiques. Certains le considéraient comme un chercheur ayant protégé une découverte exceptionnelle, d'autres comme quelqu'un ayant délibérément enfreint les protocoles. Il recevait des invitations à présenter des données, mais aussi des avertissements à peine voilés concernant d'éventuelles sanctions contractuelles. Pourtant, le poids le plus important ne venait pas de l'extérieur, mais de ce que la Chambre elle-même représentait désormais. Suite à la suspension temporaire des opérations, une équipe mixte a été autorisée à effectuer une inspection limitée sous plusieurs supervisions. Pour la première fois, l'intérieur de la chambre a été observé non pas comme un problème à résoudre, mais comme un espace à comprendre. La subdivision acoustique identifiée par les capteurs a été confirmée. Derrière le mur marqué par les perforations improvisées se trouvait un second compartiment, plus petit et totalement isolé. L'accès nécessiterait un forage minimal et contrôlé, ce que Laurent Meunier et son équipe avaient manifestement tenté de faire avec des moyens insuffisants. Cette découverte a modifié l'interprétation émotionnelle du lieu. Les alpinistes n'avaient pas simplement attendu la mort. Ils avaient repoussé leurs limites. Ils avaient essayé, calculé, agi. Chaque marque sur la glace témoignait d'une endurance raisonnée et non d'un désespoir aveugle. Cela changea profondément la réaction des personnes présentes lors de l'inspection. Élodie suivit une partie de la procédure, gardant ses distances. Il observait sans intervenir, assimilant lentement une vérité qui ne lui avait jamais été officiellement révélée. Son père n'avait été ni imprudent ni négligent. Il avait simplement fait tout ce qu'il avait pu, compte tenu des possibilités qui s'offraient à lui. Dans les jours qui suivirent, les familles des autres alpinistes furent informées. Certaines réagirent avec un soulagement discret, d'autres avec une indignation contenue.
L'absence de corps avait toujours alimenté les fantasmes d'une survie improbable. À présent, la réalité était plus cruelle, mais aussi plus claire. En interne, le préfecture, il se trouvait face à un dilemme. Reconnaître publiquement que l'affaire de 1984 avait été mal interprétée impliquerait de revoir les procédures, les rapports et les décisions antérieures. En revanche, nier cette interprétation devenait de plus en plus intenable au vu des preuves qui s'accumulaient. Le conflit n'était plus abstrait. Julien a constaté ce changement lorsqu'il a été convoqué à une réunion à Paris, chose impensable quelques semaines auparavant. Il ne s'agissait pas d'une convocation disciplinaire, mais d'une demande de présentation technique. On voulait comprendre précisément ce qui avait été découvert et, surtout, pourquoi on ne pouvait plus l'ignorer. La chambre de glace, immobile et silencieuse, commença à produire des ondes de choc bien au-delà de ses parois gelées. À ce moment-là, il devint évident que rien de ce qui allait suivre ne serait rapide ni simple. Les premières réactions n'avaient fait qu'amorcer un long processus où chaque décision aurait des conséquences éthiques, scientifiques et humaines. L'histoire avait finalement été révélée au grand jour. La réunion parisienne n'avait pas été le point de rupture imaginé par Julien, mais le début d'une transformation silencieuse, tant intérieure que dans le rôle qu'il occupait désormais. Assis à une longue table, entouré de techniciens, d'avocats et de représentants de différentes agences, il comprit qu'il n'était plus perçu comme un simple consultant. Il était devenu une figure gênante, quelqu'un qui connaissait le problème de l'intérieur et qui avait contraint le système à affronter une réalité qu'il préférait ignorer. Julien présenta des données, des graphiques, des cartes thermiques. Il parla peu, mais avec précision. Il évita tout jugement moral. Il laissa les chiffres parler d'eux-mêmes. La stabilité prolongée de la chambre, l'existence de la subdivision interne, les marques indéniables de tentatives d'avancement. Finalement, il ne demanda rien. Il déclara seulement que détruire cet espace signifierait perdre des informations irremplaçables. Cela suffisait. La décision officielle fut de créer un groupe d'études indépendant, avec un délai limité avant l'hiver. Ce ne fut pas une victoire totale, mais un changement concret. Pour la première fois, la Chambre cessa d'être considérée comme une erreur à corriger et commença à être perçue comme un phénomène à comprendre. Cette progression institutionnelle s'est également reflétée dans l'épanouissement personnel de Julien. Il retourna dans les Alpes avec un regard différent. Auparavant, il avait observé le glacier comme un objet d'étude. Désormais, il le percevait comme un système où s'était figé sous le poids des choix humains. Cela modifia sa façon de se déplacer, de mesurer, de consigner. Chaque pas dans la chambre était désormais calculé non seulement en fonction du risque physique, mais aussi par respect pour les intentions de ceux qui y avaient mis les pieds avant lui. Lors des inspections suivantes, Julien s'est impliqué davantage. Il a guidé les équipes, remis en question les décisions hâtives et insisté sur une documentation détaillée. Non par désir de contrôle, mais parce qu'il avait enfin compris le coût du silence technique. Son évolution ne s'est pas manifestée par de grands discours, mais par de petits choix. Insister sur l'ajout d'un capteur, reporter une opération de forage, préserver un fragment apparemment insignifiant. Élodie traversait elle aussi son propre processus de dépassement des difficultés. La proximité du lieu où son père avait passé ses derniers jours n'apporta pas d'apaisement immédiat. Elle souleva des questions plus complexes. En lisant des extraits des notes de Laurent, il comprit que ce dernier ne se considérait pas comme une victime, mais comme un acteur d'une enquête plus vaste. Cela n'atténua pas la douleur de la perte, mais lui conféra un sens nouveau. Le deuil cessa d'être un simple manque et commença à revêtir une dimension existentielle. Elle commença à collaborer avec le groupe d'études, contribuant à la contextualisation historique des documents découverts. Non pas en tant que fille, mais en tant qu'archiviste. Cette distinction était essentielle pour qu'elle puisse rester sur place, sans se laisser submerger par ses émotions. Sa présence permit d'équilibrer le récit technique et le récit humain, sans tomber dans le sentimentalisme. Parallèlement, Claire Vautrin vivait sa propre transformation. D'abord réticent,
Il adopta ensuite une position plus nuancée. Il ne préconisait plus la destruction immédiate de la chambre, mais ne la célébrait plus non plus comme une découverte historique. Son évolution fut plus mesurée, presque imperceptible, se traduisant par des décisions administratives moins rigides et des autorisations accordées avec moins d'opposition. Lors d'une des dernières inspections avant l'automne, Claire pénétra pour la première fois dans la chambre. Elle avança lentement, observant les marques dans la glace, les objets préservés, l'endroit précis où commençait la subdivision. Elle ne fit aucun commentaire. Elle resta là quelques minutes, immobile. En sortant, elle autorisa l'accès progressif au second compartiment. Ce geste, anodin sur le papier, s'est avéré énorme dans la pratique. L'ouverture partielle révéla un espace encore plus étroit, mais à la structure distincte. Un couloir naturel qui semblait s'étendre latéralement, suggérant une connexion avec une autre formation interne. Laurent et son équipe avaient vu juste. Il y avait bien quelque chose au-delà de la première chambre. La sortie existait peut-être, mais trop tard. Cette découverte a consolidé la transformation du protagoniste. Julien avait compris que son rôle n'était pas seulement de révéler le passé, mais de veiller à ce qu'il soit honnêtement intégré au présent. Non pas pour dénoncer, mais pour apprendre. Il n'était plus seulement un expert en glace, il était devenu un médiateur entre la science, la mémoire et la responsabilité. La croissance n'a pas fait disparaître les risques ni les tensions. L'hiver approchait, le temps était compté. Mais, pour la première fois, les décisions prises n'étaient pas guidées uniquement par la crainte des conséquences administratives, mais plutôt par la reconnaissance de la valeur de ce qui était préservé. Ce triomphe n'a pas été spectaculaire. Il a été progressif, fondé sur des choix pratiques, des changements d'attitude et un courage discret. Et cela a préparé tout le monde, et surtout Julien, à ce qui allait suivre. L'arrivée de l'automne dans les Alpes imposait une urgence qu'aucun comité ne pouvait ignorer. Les températures nocturnes commençaient à chuter régulièrement et les bulletins météorologiques annonçaient un hiver plus rigoureux que d'habitude. Cela signifiait une chose. La fenêtre d'accès à la chambre de glace se refermait. Le groupe d'études indépendant a accéléré le rythme. Les sous-intrigues secondaires étaient résolues de manière pragmatique. Les autorisations temporaires ont été regroupées dans un protocole d'urgence unique. Les discussions internes sur la responsabilité juridique ont cédé la place à des décisions opérationnelles claires. Soit l'exploration finale aurait lieu maintenant, soit elle n'aurait jamais lieu. Julien se concentra sur les préparatifs techniques. Élargir l'accès au second compartiment exigerait une extrême précision. Le couloir repéré par les capteurs était étroit, irrégulier et, par endroits, structurellement instable. Une erreur pourrait déclencher un effondrement en chaîne, bloquant définitivement l'accès. Il a coordonné l'installation de nouveaux capteurs redondants, capables de détecter des microtensions quasi imperceptibles. Chaque étape était consignée, examinée et approuvée. L'improvisation était proscrite. La différence avec 1984 était frappante. Désormais, les ressources étaient présentes, le temps limité, mais une véritable planification était mise en œuvre. Élodie participa à l'organisation finale des documents. Elle sépara les notes de Laurent, qui contenaient des calculs précis sur la circulation de l'air et d'éventuelles connexions internes. Un passage attira son attention, une estimation de débit qui ne serait plausible qu'en présence d'une sortie latérale, même éloignée. Cela renforça l'hypothèse selon laquelle le groupe non seulement s'attendait à survivre, mais croyait aussi à une possible progression. Claire Vautrin a autorisé la présence d'un observateur juridique indépendant durant l'opération. Ce geste a mis un terme définitif à toute tentative de contrôle discret. Dès lors, tout serait enregistré, analysé et archivé publiquement. La tension était palpable, inexprimable. Elle se lisait dans la retenue des gestes, dans les longs silences avant chaque décision. Chaque membre de l'équipe savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple formalité technique, c'était la dernière chance de révéler toute la vérité avant que la glace ne reprenne ses droits. À la veille de l'opération, Julien retourna seul à l'entrée de la chambre, comme il l'avait fait des mois auparavant.
non pour travailler, mais pour observer. Le glacier émettait des craquements espacés, des grondements sourds, signe d'un regel imminent. La montagne n'attendait personne. Il pensait aux alpinistes de 1984, non pas comme à des victimes, mais comme à des collègues séparés par le temps. Ils avaient su appréhender la montagne avec les moyens du bord. Ils avaient pris des décisions rationnelles dans un contexte limité. À présent, il lui incombait de terminer ce qui avait été interrompu. À l'aube, l'équipe a commencé l'opération. Le forage contrôlé progressait centimètre par centimètre. La glace réagissait comme prévu, confirmant les calculs précédents. Lorsque la dernière barrière céda, le couloir intérieur apparut, un passage étroit et incliné, portant des traces d'outils le long de la paroi. Laurent y était passé. Tout le monde y était passé. Le passage menait à une zone encore plus profonde du glacier. Des capteurs indiquaient une augmentation progressive de la circulation de l'air. Il ne s'agissait pas d'une sortie directe vers l'extérieur, mais d'une connexion avec un vaste réseau de cavités. Un labyrinthe interne, inconnu des cartes officielles. Cette découverte a porté la tension à son paroxysme. Si ce système avait été cartographié en 1984, cela aurait pu bouleverser la classification de la région. Cela aurait pu sauver des vies. La prise de conscience qu'un élément aussi important avait été ignoré pendant près de 20 ans rendait le moment particulièrement difficile. Julien a pris la décision finale, s'arrêter à la limite de sécurité et tout documenter. Il ne s'agissait pas de conquête, mais d'une conclusion consciente. Chaque mètre exploré apportait une réponse tardive aux calculs laissés dans le carnet figé. Lorsque l'équipe retourna dans la chambre principale, l'atmosphère avait changé, l'euphorie avait disparu, laissant place à une concentration silencieuse. Chacun savait que le dénouement approchait, non seulement de l'exploration, mais aussi de l'histoire qui se déroulait depuis 1984. Les préparatifs étaient terminés. L'étape suivante ne serait pas technique. Elle serait décisive. Le point culminant ne s'est pas présenté sous la forme d'un effondrement, ni d'une révélation soudaine et spectaculaire. Il s'est produit comme une convergence inévitable de tout ce qui avait été accumulé. Données, décisions, omissions et choix humains figés dans le temps. L'opération finale a été lancée dans des conditions proches de la limite. La température extérieure avait chuté plus vite que prévu, et le glacier a réagi par des contractions audibles, de profondes fissures dont l'écho résonnait dans les couloirs internes. Tous les capteurs l'ont confirmé. Il s'agissait de la dernière tentative d'incursion avant le scellement définitif du système. Julien mena la progression dans le couloir intérieur nouvellement ouvert, accompagné seulement de 2 techniciens et d'un preneur de son indépendant. La décision de réduire l'équipe n'était pas symbolique, mais stratégique. Moins de poids, moins de vibrations, moins de variables. L'espace exigeait un respect absolu. À mesure qu'ils avançaient, le couloir s'élargissait légèrement. Les murs portaient des marques évidentes de leur passage, des coups réguliers et espacés, portés méthodiquement. Il n'y avait aucun doute. Laurent et son groupe étaient arrivés à destination. Ils avaient compris que ce passage était la seule véritable issue. Le capteur de circulation d'air a confirmé un point crucial. Le flux augmentait progressivement. L'air n'était pas stagnant, mais bien renouvelé. Il existait donc, à un certain point, une connexion directe avec l'extérieur. Peut-être lointaine, peut-être partielle, mais elle existait bel et bien. C'est à ce moment-là que la nature de l'histoire a changé. Les alpinistes de 1984 n'exploraient pas simplement une anomalie. Ils étaient proches d'une voie de sortie interne du glacier, jusqu'alors inconnue. Une voie qui, si elle était découverte, pourrait bouleverser notre compréhension de cette région des Alpes. Julien interrompit sa progression en atteignant une zone où la glace présentait d'anciennes fissures longitudinales, comblées par des régels successifs. Les capteurs indiquaient que cette section s'était effondrée des décennies auparavant, précisément durant la période estimée de sa disparition. Là, sur le sol partiellement recouvert de glace, ils découvrirent le dernier vestige humain, un outil improvisé, fabriqué à partir d'un piolet cassé et modifié avec du ruban adhésif et du métal. Il n'était pas là par hasard.
Il était appuyé contre la paroi, comme si quelqu'un venait de s'en servir. Ce détail était plus puissant que n'importe quel corps. Cela signifiait que quelqu'un était arrivé là avec la ferme intention de poursuivre. Cette progression avait été interrompue non par une erreur, mais par le temps, par un effondrement structurel qui avait scellé ce dernier passage alors qu'il travaillait encore. Le point culminant émotionnel s'est produit dans le silence. Julien comprit alors que le récit officiel de 1984 était non seulement incomplet, mais carrément erroné. Il ne s'agissait pas d'une avalanche imprévisible ayant emporté un groupe imprudent, mais d'une exploration méthodique interrompue par un événement qui aurait pu être compris, étudié, voire évité s'il n'avait pas été simplifié à l'extrême. La décision finale devait être prise là-bas. Poursuivre au-delà de ce point exigerait un forage agressif, au risque d'un effondrement qui anéantirait tout. Reculer signifierait accepter que cette dernière portion du parcours demeurerait à jamais inaccessible. Julien analysa les données, les capteurs, la pression de la glace. Il n'y avait aucune marge de sécurité. Il a ordonné l'interruption. Ce n'était pas un choix héroïque, mais un choix conscient. Le point culminant n'était pas la conquête de l'inconnu, mais la reconnaissance de la frontière précise entre révéler et détruire. Avant de rebrousser chemin, Julien a placé une stèle permanente au point culminant atteint par les alpinistes en 1984. Un témoignage clair et sans équivoque. Ici, le progrès humain s'est arrêté. Ce n'était pas seulement de la science, c'était une reconnaissance. De retour dans la salle principale, l'équipe trouva Claire Vautrin qui les attendait. Elle examina les images, les données, l'outil récupéré. Elle ne posa aucune question. Elle ne minimisa pas l'affaire. Pour la première fois, il était impossible de présenter cela comme un risque administratif. Quelques heures plus tard, toujours sur la montagne, Claire signa l'ordonnance qui allait officiellement changer l'issue de l'affaire. La disparition des alpinistes en 1984 serait requalifiée. L'exploration a été interrompue par un effondrement structurel interne, avec un échec grave lors de l'évaluation ultérieure. C'était un aveu rare, lourd, irrévocable. Le point culminant fut atteint lorsqu'Élodie reçut la confirmation officielle. Il n'y eut aucune célébration. Juste un long silence. Son père cessa d'être un nom oublié et devint une figure reconnue de l'histoire scientifique des Alpes. Lorsque l'hiver arriva enfin, scellant à nouveau le système de cavité, rien de ce qui avait été révélé ne put être effacé. Tout fut enregistré, catalogué, intégré. La glace s'était refermée, mais l'histoire, enfin, était ouverte. L'hiver est définitivement arrivé dans les Alpes, recouvrant les couloirs blancs est un nouveau silence s'installa. La neige fraîche scellait les entrées connues, effaçait les sentiers improvisés et rendait à la montagne l'apparence d'immuabilité qui avait toujours affirmé son autorité. Pour quiconque passerait par là des mois plus tard, rien ne laisserait deviner que ce glacier avait été l'espace d'un instant, un point de bascule entre passé et présent. Mais les conséquences de ce qui avait été révélé ne se sont pas perdues avec la glace. La reclassification officielle du dossier de 1984 a eu des effets concrets et durables. D'anciens rapports ont été rouverts, les protocoles de recherche et les évaluations des risques glaciaires ont fait l'objet d'un examen formel, et des termes vagues comme « disparition probable » ont été remplacés par des catégories plus précises. Il ne s'agissait pas de corriger le passé, c'était impossible, mais d'empêcher que ce genre de simplification ne se reproduise. Julien a suivi ce processus à distance. Après l'arrêt des opérations, il a décliné les invitations des médias et s'est limité à des présentations techniques dans des contextes scientifiques. Son nom est devenu associé non pas à une découverte isolée, mais à un changement de mentalité. L'idée que certaines découvertes ne peuvent être réduites à de simples variables techniques lorsqu'elles recèlent des décisions humaines figées dans le temps. Il retourna sur le terrain quelques mois plus tard, sur un autre glacier, dans une autre région. La différence résidait dans sa manière de consigner ses observations. Chaque rapport
comprenait désormais non seulement des données, mais aussi du contexte. Pas des opinions, mais du contexte. Une nuance subtile, mais essentielle. La chambre de couloir blanc, est le site, fut officiellement déclaré lieu de préservation scientifique et mémorial indirect de l'humanité. Aucun monument, aucune signalisation touristique, aucun circuit de visite n'y fut aménagé. La décision était claire, préserver sans exploiter, reconnaître sans en faire un spectacle. La montagne n'avait pas besoin de témoins permanents. Elle avait seulement besoin que son histoire soit correctement interprétée. Pour Élodie, la conclusion était plus personnelle. Elle a participé à la remise officielle des effets personnels retrouvés, désormais considérés comme des pièces historiques. La montre de son père, la couverture étanche de son carnet, de petits objets qui avaient survécu près de 20 ans dans la glace. Aucune cérémonie publique, juste un document signé et un silence respectueux. Le chagrin ne s'arrêta pas là, il ne s'arrête jamais, mais il changea de forme. L'absence cessa d'être un vide inexplicable et commença à porter un récit cohérent. Laurent Meunier n'était pas une erreur statistique. C'était un homme qui avait progressé aussi loin qu'il le pouvait, selon un raisonnement logique, interrompu par un événement dont on ne comprenait pleinement le sens qu'à présent. Claire Vautrin resta en poste une année supplémentaire. Elle ne fut ni licenciée ni promue. Sa carrière se poursuivit discrètement, marquée par des décisions plus prudentes et moins automatiques. Au sein de l'entreprise, elle devint une référence en gestion des risques, forte d'une connaissance approfondie du contexte historique, une spécialisation qui n'existait pas avant cette affaire. Le système ne s'est pas transformé du jour au lendemain. Aucune institution ne change radicalement. Mais de petits changements se sont installés. Une plus grande transparence des rapports, l'intégration d'experts externes dans les décisions cruciales, des registres plus détaillés des zones reclassées. L'héritage n'a pas été spectaculaire, mais il a été bien réel. Le glacier, indifférent à tout cela, poursuivit sa route à son propre rythme. Les capteurs installés pour la surveillance à long terme indiquaient que la chambre resterait scellée pendant des années, voire des décennies. Le couloir intérieur ne serait probablement plus jamais accessible dans les mêmes conditions. Cependant, on disposait désormais de cartes, d'archives et de données suffisantes pour affirmer que cet espace n'était plus une simple hypothèse. Julien repensa mentalement au point culminant atteint par les alpinistes en 1984, ce lieu marqué comme le progrès humain interrompu ici. Non pas comme un échec, mais comme une limite légitime entre le possible et l'impossible à ce moment historique. La conclusion n'offrait pas une rédemption complète. Elle ne ramenait pas les vies à la vie, ni n'effaçait les erreurs du destin. Mais elle offrait quelque chose de rare, la cohérence. Une fin qui respectait à la fois les faits et les intentions humaines. Et dans les Alpes françaises, où tant d'histoires restent enfouies sous des couches de glace et de silence, c'était déjà une forme de justice puissante. Des années plus tard, dans un article technique discret consacré aux profondes cavités glaciaires, une note de bas de page attira l'attention de quelques lecteurs. Elle mentionnait une avancée humaine, interrompue par un effondrement de structures, officiellement recensé dans le massif du Mont Blanc. Point de récit dramatique, seulement des coordonnées et des données objectives. Julien conservait un exemplaire imprimé de l'article sur son étagère. Élodie, quant à elle, gardait précieusement le carnet de son père à l'abri de la lumière. Le glacier continuait d'avancer, lentement et inexorablement. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être constamment revisitées. Il suffit qu'on cesse de les considérer comme perdues. Si ce récit vous a amené à réfléchir aux choix humains, aux décisions silencieuses et aux vérités que le temps tente de dissimuler, partagez votre interprétation. Chaque lecteur perçoit une signification différente dans la glace, les données et les vies impliquées. Des histoires comme celle-ci ne sont pas là que pour divertir, mais aussi pour susciter des questions dérangeantes et nécessaires. Si vous pensez que les récits profonds, réalistes et bien construits méritent d'être mis en avant, laissez un commentaire, partagez-les avec ceux qui apprécient ce genre d'histoire et
Abonnez-vous à la chaîne pour accompagner de nouveaux récits inspirés de mystères réels, de la mémoire et de l'humanité. La prochaine histoire est peut-être plus proche que vous ne le pensez.